un autre a fait le même exercice et ça fait évidemment un autre tableau. Alors celui-ci, c'est ça, comment il était joli celui-là. Alice Grandy, voilà, la poste. Donc là, il fait référence à quoi dans Alice Grandy? Ben oui, Alice au pays des merveilles. Donc, un côté organique, on laisse pousser les choses comme pousserait l'herbe, et un côté cosmique et même écologique. Le philosophe auquel il se répète est intéressant pour vous aussi, il s'appelle Gaston Bachelard. Ah, c'est celui qui a fait un peu la théorie de, par exemple, suite à laquelle les architectes d'intérieur ont ramené la verdure et l'eau à l'intérieur, vous voyez, sur les besoins premiers qu'on a par rapport à la nature. Et donc, la spontanéité, l'expérimentation, approche psychanalytique du Gaston Bachelard, c'est quelqu'un qui va toucher pas mal d'artistes, de designers et d'architectes au XXe siècle. Gaston Bachelard. Que dites-vous? Le Cobra, c'est 1920, si on voit. 1900 combien? 1920. Non, les 49, le décret. Je disais, c'est là où 49, le décret, ça dure très peu de temps, le mouvement Cobra, en réalité. Sauf qu'ils sont tous connus, ils vont tous continuer leur chemin. Alors ça, c'est par exemple, mais c'est important parce que regardez, par exemple, celui-ci, la manière dont il fait ce sexe en grès, une sculpture en grès comme ça, déjà une sculpture de sexe, c'est primitif, sauvage, comment on veut dire, c'est retourné au principe de vie essentiel. C'est pas de la pornographie, évidemment, dans le chef de celui qui fait ça. Mais, bien entendu, les arts premiers, ils considèrent qu'ils sont revenus aux choses importantes, aux choses fondamentales, aux choses fondatrices. Et le fait de travailler dans un vrai matériau, le grès, c'est pas la plasticine. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, ça va marquer tous les gens, comment vous dire. Avant Cobra, les parents jetaient à la poubelle direct les dessins de leurs enfants, on dit ça comme ça. Après Cobra, mais que c'est joli, on va le mettre au mur. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont commencé à expliquer aux gens que être un artiste, ça n'était pas comme Michel-Ange, un grand nom, un talent, un don ou quoi que ce soit. Tout le monde était artiste. Tout le monde devait simplement retrouver en lui avant qu'il soit allé à l'école et qu'on l'ait formaté pour mettre en couleur à l'intérieur des lignes, vous voyez, et faire comme ci, et puis comme ça, et puis pas autrement. Donc, si vos professeurs essayent de trouver votre création individuelle à vous, et de vous la réveiller, et de la laisser se réveiller, hors du cadre des choses obligatoires, c'est, on va dire, grâce à Cobra. C'est Cobra qui a un peu lancé ce côté poétique et essayer de retrouver en soi ces flammes d'énergie, comme un visage rouge heureux, ça vous coupe en deux. Hein? Ouais, ce que j'ai envie de dire quand je vois ça. Donc voilà, c'est un peu ça qui peint là. Alors ça, c'est une fille qui aime la montagne, elle s'appelle Alfred Elise. Et ce tableau, c'est toujours tout ça un peu comme des... On en verra d'autres tout à l'heure. Ça, c'est Alechinsky, on reconnaît bien. C'est de nouveau côté volcan, hein, vous voyez. Et ça, c'est une fresque, je crois, parce que la ville détestée. Ah non, c'est ça, du carton. Voilà, ça est rue. Ça, avec oiseau, vous voyez qu'il y a quelque chose qu'il a fabriqué avec des déchets, avec toutes sortes de n'importe lesquels. Bon, ben, entre Dada, qui en 1920 disait qu'il fallait faire ça, et ici, 1950, ils le font de manière sérieuse et... voilà. Alors ça, par exemple, ça c'est Apple, bien sûr. Et ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bruit, notamment parce qu'il devait
Je vous avais expliqué que les modernistes, ils ont demandé que l'on mette l'art et les artistes des arts plastiques dans l'architecture. Et que dans les bâtiments, il y ait toujours une place pour un sculpteur, ici un peintre, là une fresque. Et lui, je ne sais plus c'était où ça, en Hollande, on lui avait demandé d'illustrer, de décorer un réfectoire dans une école. Non, pas dans une école, dans une mairie. Ça s'appelle les enfants interrogateurs. C'est maintenant ce que fait le rouge. Le rouge aime à courir dans l'herbe verte. Alors ça c'est aussi femme, tranche de lune, entrant dedans ma verte solitude. Voilà, c'est Corneille. Bah, il y a inscrire des petits poèmes. Ça c'est un petit peu de l'art populaire, un petit peu comme ce qui fabrique les coupes de Dinan. Vous voyez. Ah, ça c'est de nouveau Constant van Nieuwenhuis. C'est un portrait de Rossac, je sais pas. Homère. Portrait de Homère. Et c'est une aquarelle, bien sûr. Hein. Le grand poète Homère. Ici, c'est Serge van der Kamp, l'homme de Tolune. Il faut savoir que ce qui vont les intéresser aussi, c'est les dieux nordiques, les dieux toute la mythologie nordique. Il faut savoir qu'à l'époque, on a découvert dans les glaces éternelles un corps d'un homme qui date de la préhistoire, mais voilà, la découverte Stickelbock de l'homme de Tolune. Vous avez je sais plus. Donc, ça dit, il est momifié pendant 2000 ans dans la tourbe danoise. Et plein de gens ont écrit sur lui parce qu'on pouvait prouver que cet homme avait été étranglé avec une lanière de cuir. Et on ne sait pas, on s'interroge quoi, il est mort, quoi, il a été tué. Est-ce que c'était un meurtrier, un traître, un déserteur voilà, il était agenouillé dans un espace sans air, son corps était comme ça, dans le sol. Oui, pourquoi vous riez? Parce que là, le gars, mort par assassinat il y a 2000 ans, et est resté dans la terre, dans la tourbe. C'est pas drôle, hein? En tout cas, voilà, que les hommes se battent et se tuent, s'entretuent. Là, ça va quand même les interpeller, ces gens. Donc, tous les contes de fées, j'allais dire, les mythologies étrangères, plus seulement la mythologie grecque, ça sont des panneaux qui ne sont pas légendes à propos des gens de la mer, dans les maisons, sur les portes, on le trouve un peu partout. Et ça, regardez, c'est gravé, c'est comme des runes, c'est gravé un peu comme dans des stalactites. Hein. Vous voyez ça? Ou ici, carrément, vous voyez, ce sont des pentures, ce sont des vieilles portes de l'époque gothique, probablement, même romane, probablement, parce que c'est pas de la menuiserie, ce sont des grosses pièces de bois qui sont rattachées par ce qu'on appelle des pentures. Quand avec des éléments de métal, vous rattachez les gros blocs de bois entre eux pour faire des portes comme les toutes premières églises. Et là, dans les églises du Calvados, ils sont allés recueillir les graffitis. Bon, ici, aujourd'hui, pour le moment, des graffitis, on en a tout le temps, partout, depuis là, quelques dizaines d'années. Mais à l'époque, il y en avait dans les WC éventuellement, ou éventuellement là, ils ont pu en trouver ici ou là, quelques endroits. Et bien, qu'est-ce que ça les intéressait, cet art du graffiti, cet art que les gens ont besoin de dire quelque chose en cachette comme ça, hein, absolument sur les murs. Voilà. Alors, donc c'est une collaboration organique, on a compris, expérimentale, ben, on va le voir aussi.
Pour eux, il n'y a pas de théorie sans l'expérimentation. La réalité échappe à l'analyse rationnelle et aux codifications artificielles. La vraie réalité, elle est là. Et donc, quand ils vont créer, ils vont à partir de l'expérience des choses. Par exemple, ils ne vont pas faire un dessin d'une robe et puis faire la robe. Ils vont l'essayer sur une personne, les tissus, et voilà, on va attacher comme ça, oui. Ou la terre glaise, ils vont prendre de la terre glaise et chercher dedans, et en cherchant, ils vont voir venir ce qu'ils veulent trouver. Vous comprenez? C'est pas comme ça que les gens travaillaient jusqu'alors. Les gens faisaient un projet, depuis la Renaissance, ils faisaient un dessin, hein, et puis ils réalisaient ce dessin, ou ils le faisaient réaliser. Ici, il faut trouver, comment dire, oui, instinctivement et dans la chose, en rapport, en relation avec la matière, trouver ce qu'elle va, où on va savoir s'exprimer. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Pour ceux qui portent loin le regard dans le domaine du désir, sur le plan artistique, sur le plan sexuel, sur le plan social, sur tout autre, l'expérimentation est un outil nécessaire pour connaître la source et le but de nos aspirations, leurs possibilités et leurs limites. Voilà. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Qu'est-ce que c'est que de demander aux gens de se marier sans s'être, par exemple, expérimentés sexuellement? Peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'au fond, ça ne fonctionne pas, que ça ne roule pas. Les choses doivent se fonctionner par la perception. Vous allez dans une pièce, ben, il y a peut-être une personne que vous allez repérer, avec qui ça va, et d'autres gens, vous n'avez pas d'explication, c'est peut-être des phéromones ou que sais-je, mais ça doit se faire par la vie, par le contact. Pourquoi vous allez avoir une belle relation avec telle personne et pas avec telle autre? Ce n'est pas la théorie qui veut, par exemple, si vous voulez adopter un gosse, ce n'est pas la théorie qui va dire prenez celui-là et pas celui-là, non. C'est un contact, par exemple, qui va être la justesse. Donc c'est ce rapport avec les sens et avec le rapport avec la réalité qui ne comptait pas dans des choses de théorie. Vous comprenez? Donc on peut se demander à quoi il peut servir de se laisser aller comme l'homme d'une extrémité à l'autre, et de dépasser même les bornes que nous ont enseignées la morale, l'esthétique, la philosophie. D'où vient donc ce besoin de briser les liens qui, depuis des dizaines de siècles, nous ont tenus dans un système social grâce à qui nous avons pu penser, vivre, créer? Notre culture n'est-elle donc pas capable de se prolonger et de mener un jour à la satisfaction de nos désirs? En fait, elle n'a jamais été capable, cette culture, de satisfaire un seul homme, ni un esclave, ni même le maître, qui se croyait heureux dans un luxe, dans une luxure où se localisaient toutes les possibilités créatives de l'individu. Parler du désir, pour nous, hommes du XXe siècle, c'est parler de l'inconnu. Parce que tout ce que nous connaissons de l'empire de nos désirs, c'est qu'ils se ramènent à un immense désir de liberté. Or, la libération de notre vie sociale, que nous nous proposons comme une tâche élémentaire, nous ouvrira la porte qui donne sur le nouveau monde. Un monde où tous les aspects culturels, toutes les relations intérieures de nos vies unies auront une autre valeur. Voilà. Donc, souvent, les pressions sociales autour des gens sont tellement grandes que parfois il leur faut des années pour arriver à repérer simplement qui ils étaient eux et ce qu'ils voulaient vraiment. Vous comprenez ce qu'ils essayent de dire? Voilà. Donc, il est impossible de connaître un désir autrement qu'en le satisfaisant. Et la satisfaction de nos désirs élémentaires, c'est la révolution. C'est donc la révolution que se situe l'activité créative, c'est-à-dire l'activité culturelle du XXe siècle. La révolution seule pourra nous faire connaître nos désirs, et même ceux de 1949. Aucune définition ne peut suppléer à la révolution. Le matérialisme dialectique nous a appris que la conscience est dépendante des circonstances sociales. Et quand celles-ci nous empêchent de nous satisfaire, ce sont nos besoins qui nous poussent à la découverte de nos désirs. D'où vient l'expérimentation. Voilà. Donc, que l'humanité est incapable en 1949 de comprendre autre chose que la lutte nécessaire pour sa libération. Que nous également, nous ne voulons pas être compris, mais libérés, et que nous sommes condamnés à l'expérimentation par les mêmes causes qui accumulent le monde à la lutte. Que nous ne pouvions pas être créateurs dans un monde passif, et que c'est la lutte actuelle qui nourrit notre invention. En
enfin que l'humanité devenue créatrice ne pourra que dire adieu aux conceptions esthétiques et éthiques qui n'ont jamais eu d'autre but que de freiner la création et qui maintenant sont créatives du manque de compréhension des hommes pour notre expérimentation. Donc comprendre, ce n'est rien d'autre que de recréer ce qui est né du même désir. L'humanité, nous y compris, est à la découverte de ces désirs. En les satisfaisant, nous les ferons connaître. Voilà. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, les choses étaient extrêmement contraignantes pour tout. Hein? Donc voilà, ils veulent arriver à pouvoir créer tranquille sans qu'on leur dise comment ils doivent faire, quand et à quelle heure. Donc constant manipulage. Ça, c'est d'autres mots. Je vous ai dit, ils travaillent ce qu'on appelle des logogrammes. Ici, ce sont des logos-neige, puisqu'il les dessine dans la neige. Donc, c'est en Laponie, et là, on est en 1956. Voilà, encore des logogrammes. Ça, ce sont ces kilomètres de texte dont je vous parlais, qu'ils faisaient à langue des signes, comme ça. Ce sont donc des manuscrits originaux. Aucun n'est une copie. C'est écrit à la fois le texte et les formes. J'écris, donc j'écris le texte et les formes. Je ne vous demande pas de savoir lire mes logogrammes. Je vous suggère de voir dans leur écriture exagérément naturelle, excessivement libre, le dessin non naturaliste, certes, mais de toute façon matériel, de mon cri ou de mon chant, ou des deux, tout ensemble. Après quoi, vous pourrez lire le texte toujours écrit en clair sous le logogramme. Ne me dites pas que mes logogrammes sont abstraits, et ne me dites pas qu'ils sont calligraphiques. Je ne cherche pas la beauté, je la trouve parfois, et alors je l'accepte. Mon but n'est ni la beauté ni la laideur, mon but est l'unité d'inspiration verbale et graphique, mon but est cette source. Mais voilà, ce côté, j'accepte la beauté, j'accepte la laideur. Dans le réel, il y a du beau, il y a du laid, et dans soi-même aussi. On doit s'accepter tout entier comme ça. Ça me fait penser à un conte de, ça ils adoraient aussi, d'Indiens à propos d'un panier, où ils disent, ce peuple indien, il dit qu'il faut laisser une petite faute dans un petit ouvrage, dans un panier. Parce que c'est par là que l'âme du panier va pouvoir partir quand on le jettera. Vous voyez? Je me méfie de la perfection. En tout cas, ils aiment le réel, tout le réel. Les gens avec leurs qualités, avec leurs défauts. Qu'ils fassent du concret ou de l'abstrait. Qu'ils fassent du réalisme ou pas. Qu'ils fassent du surréalisme. Qu'ils fassent tout. Si ça peut t'exprimer toi est permis. Il faut arrêter d'interdire tout. Voilà, Algensky, d'autrement, Laponie, voilà un dessin en 1966. Voilà, la bande, ici, sont avec une presse dans un petit grenier ici à Bruxelles. Voilà, Atlan, Algensky, d'autrement, devant une œuvre de Corneille. Ça, c'est un vitrail réalisé à Copenhague, Lumière de la liberté, 1983. Ça, c'est Apple, on connaît son côté enfant sauvage, grande surface colorée, contrastée, violente. Là, c'est une céramique. Alors, ça, c'est Reynaud. Ça, il y avait de l'amide de pain. Il y avait des trucs vraiment surréalistes, comment dire, oui, un peu surréalistes, lui, des monstres comme ça, en métal notamment. Oui, ça, c'est un, vous voyez, ils prennent un bout de ficelle et tout, et hop, c'est parti. Oiseau entortillé, tube galvanisé en fait. Ou ici, un morceau de fange, la terre, matériel pur. Essayez de leur vendre un truc en plastique au marché, ça n'ira pas, vous voyez. Les trucs artificiels, ils aiment les trucs naturels, la terre. Je crois qu'après Cobra, les gens vont se mettre à laisser des poutres brutes comme ça en l'air, ou même à gratter le plat pour avoir la pierre naturelle ou la brique naturelle qui apparaît. Des trucs comme ça qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Voilà. Donc, collaboration organique expérimentale qui évite toute théorie stérile et dogmatique. Voilà. La réalité échappe à l'analyse rationnelle et aux codifications artificielles. Atlan. Ça, c'est à la
maison chez Pedersen, avec le gosse a pu jouer avec, vous voyez. Tout le monde peut être intégré à la décoration murale de la maison. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est très connu. Il y en a un chez mon hôtel, évidemment. Ce sont des tableaux de Alechinsky à partir de cartes de géographie. Alors j'imagine que c'est un bon moyen aussi, ça. Parce que j'imagine qu'il a pu prendre une carte de trucs de Tervuren, puisque j'habite Tervuren. Et voilà, bon, ici il a fait un bonhomme avec, mais il va faire pas mal de trucs à partir des anciennes cartes de géographie. Ça, c'est un tissage. C'est un bon plan, ça. De qui est? Non, je dis c'est un bon plan de faire des tableaux avec des cartes. Bouquet de Normandie, voilà, Bouquet. Je vois que c'est un terme de Bruxellois pour parler des filles de Normandie. Quand je vous disais qu'il mélangeait les régionalismes, voilà, ça, ce sont des céramiques. C'est toujours la chance. Non, là, il y en a plusieurs, il y a Carole, chacun voit un autre. Celui-là, c'est Lucebert, celui-là, c'est Askeriorn, celle-là, c'est Corneille, celle-là, c'est Apple. Et ça, c'est carrément un tableau qu'ils ont acheté, j'imagine, au vieux marché, et sur lequel ils ont amené, on va dire, une amélioration. Ça s'appelle les canards inquiétants. Modification. Il semble les temps. C'est qui ça déjà? Ah. Jorn. Non. Askeriorn. Que c'est beau. Le canard en fait. Alors, c'est Erup, sans doute. Oui, Henri Erup. Et ça, Pierre Alechinsky, autoportrait centré. Et ça, Serge Van der Kamp, autoportrait. Ils ont tous dû faire leur autoportrait. Il y a un chat. Et j'ai revu dans le dessous. Nabucco. Et ça, c'est très typique Alechinsky et d'autres noms, avec, vous voyez, là, toutes les espèces de petits écritures universelles, hein. Pas les logogrammes, mais des petits tableaux, comme ça. C'est Central Park. C'est quand ils sont allés à New York. Alechinsky, Central Park, 1965. D'accord. Et la bosse, je ne sais pas. Alors, voilà. Donc ils sont très différents les uns des autres. Ils se laissent tranquilles les uns les autres parce que chez les surréalistes, quoi, tu es allé exposer sans demander l'autorisation à Bruxelles alors que. Ah non, vous voyez, ça faisait des scandales pour rien. Là, non. Les gens peuvent aller exposer où ils veulent, ils s'aident les uns les autres. Ça, c'est ma fille nordique, là, qui est toujours dans les neiges. Ça s'appelle un peu toujours. Alfeld Elise. Copenhague. On sent bien le côté neige-montagne. Voilà, ça c'est aussi la morphe. Moi, on va avoir plein de gens qui font ça. Ils vont aussi prendre un morceau de bois tourné, un morceau d'écorce, un morceau de vélo et fabriquer des sculptures un peu enfantines, ou je ne sais pas dire. Ouais, ça, c'était dans le jardin d'un des gars. Ici, vous reconnaissez, c'est qui? Ah oui? Voilà. Alechinsky.
qui a fait la mille de pain, hein. Ah, c'est Je vous disais tout à l'heure, Reynaud, celui qui travaillait le cuivre, ça c'est demi-cuivre, c'est parce que c'est du demi-cuivre. En tout cas, c'est un personnage assez un peu moche. Voilà, on dirait Apple. Il s'appelait comment? Apple. Qui ça? Le cuivre. Reynaud. C'est pas un Gilles? Reynaud. Personnage ayant trouvé son titre. Reynaud Daz, même le nom complet. Il est né vraiment en 1928. Pour le rattraper, J'ai pas été c'était voir pas leur date de mort depuis. Je l'ai vu. Je vais aller voir en général. Toi qui dis. C'est tous les gens qui sont C'est pas mon genre. partis. Je l'ai vu rouler. Encore Apple. La direction, il était pas. Tu vois, il est parti. Moi, ouais, c'était pas terrible. Corneille. Et Corneille qui faisait tout à l'heure la liberté insultant le peuple, regardez, il y a des choses très différentes aussi.